Salut les affamés de Culture G, ici Neurosynthèse. Derrière les médailles, les hymnes et toute la magie, la flamme olympique cache une ombre de plus en plus pesante. La promesse, elle, ne change jamais. On nous vend la gloire, l'unité, le prestige. Mais une fois que les caméras s'éteignent, qu'est-ce qui reste vraiment? Bien trop souvent, ce sont des dettes colossales et des ruines de béton. Alors ça nous amène à des questions assez directes. Est-ce que les Jeux Olympiques sont devenus une sorte de machine à fabriquer des ruines? Un piège économique pour les villes qui les accueillent? Et puis encore plus grave peut-être, est-ce qu'ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis en détruisant l'environnement même dont ils dépendent? On va plonger dans cette dualité, ce double visage des Jeux, parce qu'il faut bien comprendre qu'accueillir cet événement, c'est un pari gigantesque. D'un côté, il y a le rêve, le potentiel de transformer des quartiers entiers. Et de l'autre, le cauchemar, un risque financier tellement énorme qu'il peut mettre tout un pays à genoux. Regardons le côté pile de la médaille, le meilleur des cas, Londres 2012. Là, les Jeux ont vraiment servi de catalyseur. On a pris une vieille friche industrielle, l'Est de Londres, et on en a fait un quartier tout neuf, dynamique, avec des logements, des parcs, des infrastructures qui servent encore aujourd'hui. Ça, c'est le rêve olympique, quand il se réalise. Et maintenant, le côté face, le cauchemar. Athènes, 2004. Pour une économie grecque qui était déjà très fragile, le coût des Jeux a été dévastateur. Le pays s'est retrouvé noyé sous des infrastructures inutilisées et une dette qui a directement jeté de l'huile sur le feu de la crise financière historique qu'on connaît. La gloire aura duré 2 semaines, la facture, elle, dure encore. Ce désastre financier, il porte un nom. On l'appelle un éléphant blanc. C'est l'ennemi juré de l'héritage olympique. Et il faut comprendre la mécanique qui se cache derrière. Voici la mécanique du piège. On construit un stade immense, une piscine olympique surdimensionnée, juste pour 15 jours de compétition. Et puis, une fois la fête finie, l'État se retrouve avec cette coquille vide sur les bras. Les coûts d'entretien sont astronomiques et l'équipement est totalement inadapté aux besoins locaux. C'est en fait la définition même d'une ruine programmée. Et à Athènes, c'est vraiment le cas d'école. On a tous vu ces images, non? Des piscines olympiques transformées en marécages verdâtres, des stades de beach-volley envahis par les mauvaises herbes. L'État grec, en pleine faillite, n'avait tout simplement plus un centime pour les entretenir. Ce sont de véritables cicatrices de béton laissées dans le paysage. On pourrait croire qu'Athènes a servi de leçon. Pas du tout. Rio, en 2016, a poussé la logique encore plus loin dans l'absurde. Certains bâtiments étaient déjà à moitié en ruine pendant les Jeux, finis à la va-vite avec des bâches. Quelques mois seulement après la cérémonie de clôture, le village olympique était un quartier fantôme. C'est le résultat d'une spéculation pure et dure, sans aucune vision d'avenir. Heureusement, face à ces désastres à répétition, une nouvelle philosophie a fini par émerger. Une sorte d'antidote au poison de l'éléphant blanc. Et cet antidote, c'est le concept de réversibilité. Là, on assiste à un vrai tournant qui a été initié par Londres en 2012. Il faut comprendre que leur obsession dès le début, ce n'était pas les Jeux en eux-mêmes, c'était l'après-jeu. La priorité absolue, martelée partout, c'était de ne créer aucune ruine, zéro éléphant blanc. Et alors, comment ils ont fait? Ils ont misé sur ce qu'on appelle la géométrie variable. Prenez la piscine olympique. Elle a été construite avec d'immenses gradins temporaires pour accueillir le public des JO. Une fois les Jeux terminés, hop, on a démonté ces gradins et la piscine est devenue un équipement de quartier à taille humaine. Pareil pour le village olympique qui a été pensé dès le départ pour être transformé en appartement. L'héritage était programmé, il n'était pas accidentel. Et Paris 2024, pousse cette logique encore plus loin. L'objectif est clair. L'extinction totale des éléphants blancs. 95% des sites utilisés existent déjà ou sont temporaires. Et ça, c'est crucial, ça change tout. L'idée, c'est d'insérer les Jeux dans la ville et non pas de construire une nouvelle ville pour les Jeux. On va utiliser le Grand Palais, le Champ de Mars, la Seine. Le spectacle s'intègre dans le décor au lieu de le balafrer pour les décennies à venir. Mais si les Jeux d'été semblent peut-être trouver une voie vers la sobriété économique, les Jeux d'hiver, eux, font face à une crise bien plus profonde. Une crise existentielle. Un paradoxe climatique absolument mortel. Cette image résume parfaitement la contradiction. C'est simple, les Jeux d'hiver ont besoin de neige et de glace pour exister. Logique. Pourtant, ils servent de vitrine publicitaire mondiale aux industries, notamment les géants des énergies fossiles, qui sont les premiers responsables du réchauffement climatique et donc de la fonte des neiges. Et attention, ça, ce n'est pas de la théorie pour un futur lointain. C'est une réalité brutale maintenant. L'Italie, qui va accueillir les Jeux en 2026, a déjà vu 265 de ses stations de ski fermées par manque de neige. La France, qui les aura en 2030, c'est plus de 180. Le terrain de jeu des Jeux d'hiver est littéralement en train de fondre. Pour bien mesurer l'absurdité de la situation, prenons un seul exemple.
Un seul. Le sponsoring du géant pétrolier italien Eni pour les Jeux de Milan-Cortina va générer à lui seul près de 700 000 tonnes de CO2. C'est l'exemple parfait d'un sponsor qui paye pour un événement tout en détruisant activement les conditions nécessaires à sa tenue. Et ces 700 000 tonnes de CO2, concrètement, ça veut dire quoi? Ça se traduit par la perte future et permanente de 1,7 km² de couverture neigeuse. Le lien de cause à effet est direct, c'est presque mathématique. Plus de sponsoring fossile, c'est moins de neige. Fin de l'histoire. Et voilà le grand écart, l'hypocrisie totale du système. D'un côté, le comité olympique nous sort des logos verts, des grands discours sur la durabilité. Et de l'autre, il signe des chèques avec les plus grands pollueurs de la planète. Ce double discours devient absolument intenable. Bon, alors que faut-il retenir de tout ça? On arrive au moment de l'analyse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Jeux sont face à une double crise qui menace leur existence même. Le point crucial, c'est que le mouvement olympique est complètement pris en tenaille. D'un côté, la pression économique le force enfin à devenir plus sobre, plus raisonnable, pour arrêter de ruiner les villes. Et ça, c'est une évolution vitale. Mais de l'autre côté, pour payer des factures qui restent colossales, ils dépendent d'un modèle de sponsoring qui est écologiquement suicidaire, surtout pour les Jeux d'hiver. La vraie question, ce n'est donc plus de savoir s'ils peuvent changer, mais s'ils en ont la volonté. Est-ce que cette course à la démesure est tellement inscrite dans l'ADN des Jeux qu'ils ne peuvent pas y survivre? Ou est-ce qu'ils peuvent vraiment s'adapter aux crises majeures de notre siècle? Pour le dire simplement, les Jeux olympiques ont un choix à faire. Se réinventer ou mourir. Soit ils trouvent enfin le courage de résoudre leurs contradictions pour devenir vraiment durables, à la fois pour les finances des villes et pour la planète, soit ils continueront sur cette lancée et finiront exactement comme leurs stades abandonnés, la relique grandiose d'un monde qui n'existe déjà plus. Pour continuer à décortiquer ensemble les grands enjeux de notre monde, la dose de savoir quotidienne vous attend dans la newsletter. Le lien est juste en bio. À très vite.